À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite? Qu'est-ce qui te fait le plus douter? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. T'es prêt? Je suis prêt. Parfait. Bonsoir, enfin je dis bonsoir parce qu'on enregistre ce premier, c'est le premier enregistrement donc, de Aléatoire, le podcast, et il est déjà assez tard vu qu'il fait nuit dehors. Donc bonsoir ou bonjour à vous, nouveaux auditeurs de ce nouveau podcast. Pour ce premier épisode, je suis très content de recevoir, c'est un ami quand même, on commence avec la famille, donc Christophe d'Acunha, a.k.a. Cecilia da Colonia. J'ai préparé une grosse présentation de Cecilia dont je suis assez fier. Tu vas me dire ce que t'en penses. Cecilia en fait est lycéenne, elle est au lycée, ça dépend, certains l'ont vu à Bronson-Alcott, d'autres à Sunnydale, certains à Cape Side, d'autres à Shanemar ou encore à Woodsboro. Cecilia, c'est à la fois la capitaine de l'équipe de cheerleaders qui crush sur Tommy Fuckboy, le capitaine de l'équipe de football américain, mais c'est parfois aussi la reine des freaks qui aime Blink-182, Green Day, se peindre les ongles en noir, et parfois elle est aussi la première de la classe, présidente du club de lecture. Mais dans la vraie vie, donc Christophe et Cecilia, donc c'est surtout Cecilia da Colonia, donc performeuse drag queen, qui est aussi musicienne. T'as sorti 2 EP qu'on peut retrouver sur Bandcamp, donc The Diary of Cecilia Part 1, on espère un Part 2 rapidement, et The Christmas Party of Cecilia. Tu es aussi DJ sur Radio Campus Paris avec cet alter ego, avec le Star Club. Le Star Club ? Star Club, c'est ça. Star Club, un jeudi sur 2. Et tu fais aussi un podcast, toujours dans le même univers, donc avec Pyjama Party, où tu regardes et analyses tes teen movies préférés et certains teen movies. C'est ça, c'est un peu en sommeil pour l'instant, mais je suis en train de travailler sur un nouveau projet dans la continuité de Pyjama Party. T'es né pendant le confinement, c'est ça ? Exactement, c'était surtout un moment, c'était simple de réunir des gens derrière un écran tard le soir. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, donc c'est ça, les gens, à réimaginer. Du coup, je suis très content que tu te prêtes au jeu de l'aléatoire, que tu sois un peu mon participant crash test. C'est cet épisode qui va déterminer si ce podcast existe ou si je dis non, Jacques, c'était une mauvaise idée, fais pas ça. Je suis ravi d'être là. Donc, pour vous qui nous écoutez, le concept est très simple. J'ai une boîte devant moi avec plus d'une centaine de questions. Je vais en poser, je ne sais pas encore, 10 ou 20 à Christophe. Et elles vont sortir de façon aléatoire. On espère que ça va nous permettre de connaître Christophe et Cecilia da Colonia un peu mieux. On est parti ? On est parti. Alors, la première question. J'espère que le c'est toi qui pioches ? Ah, c'est moi qui pioche, bien entendu. Bah oui. Sinon, on n'entendra jamais parce que c'est à moi de lire la question. Mais je te préviens. Oh, on démarre très très fort. On démarre très très fort. Tu as le droit à des jokers ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Penses-tu que l'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? Non, clairement pas, non. Il faut que j'élabore un peu. Un petit peu, oui. Non, parce que y a des sujets qui sont blessants, il y a des sujets qui viennent avec une histoire derrière eux. Du coup, je crois pas qu'on puisse rire de tout. En fait, il y a des choses qui sont pas drôles parce qu'il y a des choses qui ont une réalité sociale, une réalité dans le vrai monde, et qui fait que c'est pas drôle en fait, et que les gens qui disent qu'on peut rire de tout, en fait, c'est des gens qui jouissent potentiellement de plein de privilèges et qui voient pas qu'en fait il y a des choses qui peuvent vraiment blesser des gens. Et ça souvent avec mais t'as pas d'humour, mais c'est pour rire. En fait non, en fait c'est que il y a des sujets qui sont sensibles. Après ça veut pas dire que l'humour est mort, ça veut juste dire que justement les gens maintenant ils peuvent s'exprimer sur ce qui les blesse, donc du coup c'est à réajuster, à réévaluer. Et puis il y a plein de, je sais pas, moi je regarde des séries qui justement font un super boulot de réussir à faire plein de blagues sans oppresser jamais personne. Et donc c'est faisable en fait, c'est juste que ça demande peut-être un petit peu plus de boulot que faire des blagues racistes et des blagues sexistes. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi c'est qu'on a confié l'humour trop longtemps aux oppresseurs et qu'en fait maintenant les personnes qui peuvent rire de sujets sensibles sont les personnes concernées et opprimées par le sujet sensible? Je n'avais jamais pensé vraiment ça comme ça, mais c'est vrai. Et que maintenant, effectivement, et puis
Il y a toujours cette nuance de justement une personne je sais pas, une personne racisée qui va faire des stéréotypes racistes. On va dire bah oui, mais si elle le fait, pourquoi moi j'aurais pas le droit de le faire? Donc en fait il faut aussi de la pédagogie et puis comprendre le retournement du stigmate, toutes ces choses là que ces gens se réapproprient. Puis oui, comme tu dis, enfin ces personnes là dont on s'est moqué ont la parole, et puis ça fait chier quoi. Ça fait chier les gens qui l'avaient avant et qui monopolisaient la parole. Maintenant faut un peu passer le micro quoi. C'est une très bonne réponse de passer. C'est deep, tes questions. Ouais. Elles sont toutes deep comme ça? Pas toutes. Je sais pas. Est-ce que tu vas me dire si celle-ci elle est deep? Est-ce que t'es accro à ton portable? Oui. Oui, clairement. Oui, clairement. Il y a pas de doute. Un peu en off avant qu'on démarre l'enregistrement, tu me parlais de messages que t'envoyais TikTok. Oui, TikTok me dit arrête s'il te plaît. Donc si on en est là quand même. Si on en est là. Mais je crois que je suis addict de mon téléphone et que je l'ai toujours au bout de la main. Je panique s'il est pas près de moi. Après, c'est pas grave, ça n'empêche pas de vivre. Parfois, j'aimerais quand même ne pas tomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, des vortex TikTok ou des vortex Insta. Après, tous les réseaux sociaux ont leur. En fait, c'est aussi addict des réseaux sociaux parce qu'en vrai, t'es pas que. Enfin, si j'étais sur une appli, je sais pas d'apprentissage de langage, je trouvais que ce serait moins problématique peut-être que si je passais des heures sur TikTok. Sur Petit Bambou. Exactement, que j'étais en train de méditer pendant des heures. Pourquoi pas. Mais ouais, après du coup, c'est aussi. C'est comme tout, c'est des outils qui peuvent être merveilleux. Moi, pour le personnage de Cécilia, ça a été un outil d'émancipation énorme. C'est un outil de déconstruction, d'apprentissage qui est sans fin. Ça va avec le mauvais pendant de l'autre côté. Donc c'est un peu le jeu, quoi. Mais c'est à soi, je pense, de s'autoréguler, se fixer ses limites. Moi, j'ai clairement pas trouvé les miennes. Donc, mais j'y travaille. Est-ce que tu dirais que c'est quoi les 3 applications sur lesquelles tu passes le plus de temps? Clairement TikTok, number one. Parce qu'elle est faite pour qu'on y passe du temps. Ah oui. C'est très intelligent en fait, c'est ça qui est fou. On m'a fait remarquer un truc récemment que j'avais même pas remarqué moi-même, c'est que l'heure ne s'affiche pas sur TikTok. Non, j'avais pas fait gaffe. Tu regardes ta l'heure en général sur ton téléphone en haut. Si tu vas sur TikTok, l'heure n'apparaît pas. C'est pour ça que tu penses y avoir passé 5 minutes, tu as passé 1 heure. Quoi. Ah non, c'est la catastrophe. TikTok, c'est vraiment bien fait pour ça. Et puis en plus, il n'y a pas de... C'est sans fin parce que quand t'es sur Instagram, c'est tes amis ou les gens qui t'intéressent que tu suis. Donc, tu vas voir les gens qui t'intéressent. Là, c'est sans fin vu que ce sera jamais des gens que tu suis. Donc en fait, ce sera toujours une infinité de trucs. C'est fascinant. Ouais. Mais du coup, c'est clairement TikTok. Après, je pense que c'est Insta. Et sur quoi je vais souvent franchement, je crois que j'en ai que 2. Je crois que que ces deux-là. Et c'est ces deux-là, enfin, peut-être pas trop TikTok, mais c'est Insta aussi que tu utilises pour échanger, pour communiquer avec tes proches, tes amis, ta famille. Il y a des amis sur lesquels je communique principalement sur Insta. Et puis après, ça me permet aussi de communiquer avec des gens que je connais pas ou que je connais pas. C'est-à-dire avec qui j'ai pas forcément d'interaction dans la vraie vie. Sur TikTok, j'ai très peu d'amis qui sont dessus. En vrai, j'ai une copine dessus, je la tag sur des conneries et elle me tag sur des conneries et puis voilà. Mais sinon c'est juste ça quoi. Donc TikTok c'est vraiment juste pour consommer et puis Instagram c'est un peu plus proactif quoi. Il y a vraiment le côté social dans Insta. Ah bah. C'est bien, on va retourner un peu sur la première question. On sait jamais. Est-ce que je te connais un peu, donc je connais déjà la réponse parce que la question c'est y a-t-il une cause qui te touche particulièrement? Et je sais qu'il n'y en a pas une. En ce qui te concerne, il y en a une multitude. Donc, si tu devais nous donner une cause qui te touche particulièrement. Oui, bah oui. Une cause qui me touche. Franchement, il y en a plein. Après, quels sont les... Enfin, j'ai eu plusieurs portes d'entrée de mon engagement. Donc, en fait, ça a commencé par l'anticapitalisme. Et puis après, ça a vrillé, entre guillemets, sur des trucs plus personnels, sur l'homophobie. Puis maintenant, avec ma découverte, en gros, de mon genre non-binaire, du coup, l'ambiphobie qui va avec. Et du coup, c'est... Ouais, c'est ça. Je crois que en vrai, la cause féministe, en vrai, celle qui me touche le plus, celle que je vois le plus, et puis surtout que je sens qu'il y a moyen.
Ouais. En fait, je trouve qu'il y a des causes parfois un peu pas perdues, mais en tout cas, c'est compliqué. Et puis, alors que je sais pas, je trouve que la direction que prend le féminisme et tout ça, je trouve que c'est, enfin, je sais pas, c'est chouette. Il y a parfois des tensions qu'il faudrait régler, mais en tout cas, on est dans un discours souvent fin. En tout cas, les gens que j'aime suivre sur Instagram, parce que c'est principalement aussi sur Instagram que aussi je fais mon travail de déconstruction, d'apprentissage. Et je trouve qu'il y a des discours hyper fins parfois. Et donc, du coup, le féminisme mène aussi du coup au discours sur le genre, au discours sur l'homophobie. L'homophobie, elle naît du sexisme, en fait. Donc, au final, j'ai un peu, c'est la racine de pas mal de trucs. Et voilà, après, voilà, l'antiracisme, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, mais dont j'ai un peu plus de mal à m'exprimer parce que je me sens pas concerné, mais je ne suis pas directement concerné. Oui. Donc je suis plutôt là pour écouter les gens et puis essayer de comprendre les enjeux que je comprendrai jamais vraiment totalement, alors que les thématiques autour du féminisme, dans l'ambiphobie et tout ça, c'est des thématiques qui sont plus proches de moi, qui sont aussi des gens qui sont plus autour de moi, des gens que j'aime, qui sont autour de moi. Donc voilà, parfois ça me touche de manière plus virulente, donc ça anime aussi une colère plus virulente. Ok, très bien. Bon. Du coup, tu nous en as donné plusieurs. Ouais. Mais ça marche aussi. Les invités font ce qu'ils veulent des questions que je leur pose aussi. Hein. C'est le jeu. Est-ce que tu sais bien mentir et est-ce que tu le fais souvent? Je sais trop mal mentir. Je sais pas du tout mentir. Non, mais c'est d'ailleurs un jeu avec mon mari Jojo. Genre à chaque fois, j'essaie de lui faire croire des trucs et genre vraiment, je tiens mais littéralement 3 secondes et parce que ça me fait sourire quoi. Ouais. Et après, je sais pas si sur des trucs très importants, j'arriverais à mentir, peut-être à cacher la vérité, mais encore en fait. Ouais, non, je suis pas très doué. Donc tu le fais pas souvent. Non, pas trop. Non, t'évites quand même de te faire cramer en fait. Bah ouais, c'est ça. Du coup, je tente pas. Souvent, justement, je me dis si un sujet va m'amener à mentir, il faut que je trouve une autre manière qui fasse que je mens pas vraiment. C'est-à-dire que juste c'est la vérité, mais juste elle est un peu déformée. Okay. Du coup, c'est proche de la vérité. Mais si c'est un mensonge complet, c'est pas possible. C'est un truc que t'arriveras pas à faire. On va me faire craquer trop facilement. Alors là, je sais pas si la question s'adresse à Christophe ou à Cécilia, mais le pire fashion faux pas pour toi? Alors, j'ai envie de citer Bilal Hassani qui dit qu'il n'y a pas de fashion faux pas. Il faut suivre son cœur et que même les ballerines, c'est OK. Voilà. Moi, j'ai jamais compris la haine autour des ballerines. Enfin, je sais pas. C'est parce que je pense que t'as pas eu de bande de copines qui mettaient des ballerines et qui daubaient des pieds à chaque fois qu'elles les enlevaient. Je sais pas, non, mais j'ai eu des bandes de potes qui portaient des Nike et des Doc Martens et qui daubaient des pieds à chaque fois qu'ils les enlevaient. Donc, ça n'a pas généré de haine envers la Nike et la Doc Martens, non, absolument pas. Mais les Doc, ça fait pas puer des pieds? Je sais pas. Enfin, pour moi, quelle que soit la paire que tu portes, à la fin de la journée, tu daubes des pieds. Mais les ballerines, souvent, surtout que les gens les mettaient sans chaussettes et tout, genre. C'était compliqué. Les docks, c'est à éviter plutôt sans chaussettes. Oui, les docks sont. De toute façon, c'est pour le bien de tes pieds qu'il faut éviter. Mais non, mais des fashion faux pas, je crois qu'il n'y a pas de fashion faux pas parce qu'en fait, tout marche. En fait, ça dépend comment tu le mets avec quoi. En fait, c'est vraiment il y a du mauvais stylisme, quoi. Genre, mince, ce truc-là va pas trop avec ce truc-là, ou on comprend pas trop l'idée, ou on comprend pas si c'est ironique ou si c'est sérieux. Mais genre les Crocs. Genre les Crocs, mais c'est ça, les Crocs, moi je détestais, et puis en fait finalement il suffit que Justin Bieber sorte une collab et puis c'est fini. Donc voilà, ou Balenciaga qui a fait des grosses Crocs, et puis en fait le truc il est retourné, donc non, en fait je crois que il y a, tu peux avoir un plus ou moins bon œil pour accorder les trucs, mais tout est OK. Mais justement, tu disais, faut accorder. C'est une question aussi d'accordage entre des choses. Mais justement, accorder deux choses peut être un fashion faux pas. Pour certains, accorder du Adidas avec du Nike, c'est un fashion faux pas. Donc, il semblerait que quand même, il y ait des fashion faux pas possibles. On parle pas forcément d'un vêtement en particulier. Ça va être plutôt que... Mais en fait, un fashion faux pas pour... En fait, parfois, je me pose la question, je me dis, moi, je me trouve trop looké. Mais du coup, je suis dans une assemblée où je vais à une réunion, je sais pas, genre à une réunion de famille. Et du coup, toutes ces personnes, elles vont trouver que je suis habillé, mais comme
Enfin, c'est horrible. Du coup, en fait, je me dis, est-ce que je m'habille mal pour qu'ils aient l'impression, enfin, selon moi, pour qu'ils aient l'impression que je m'habille bien, parce que je sais c'est quoi les codes qu'ils attendent pour se dire, cette personne est bien habillée. Ou alors, est-ce que je le fais pour moi, quitte à passer pour franchement, genre, l'idiot du village. Donc, c'est pour ça que tout est qu'une question de subjectivité. Alors, peut-être que la bonne fashion serait de savoir bien s'adapter en chaque circonstance à ton public. Mais du coup, t'oublies un peu ce côté de la fashion qui est intéressant de t'exprimer, d'exprimer tes personnalités. Et donc, voilà, tant que ça rend ce que t'as dans la tête, parce que parfois, tu peux aussi faire en sorte que ça rende un truc que, en fait, c'était pas ce que t'avais dans la tête. Du coup, là ça matche pas. Ok. Et Cécilia, elle n'a pas un fashion faux pas. Il n'y a pas un fashion faux pas qui. Non, franchement, Cécilia, elle se permet tout. Ouais, mais elle pourrait considérer que ce qu'elle ne se permet pas est un fashion faux pas chez d'autres, quoi. Non, je crois pas, parce qu'elle aime bien à la fois jongler avec les trucs très roses, très girly, très mean girls, un peu pouf, et les trucs très punk, Avril Lavigne, qui seraient des trucs qui pourraient ne pas cohabiter dans une cour d'école aux États-Unis. Mais en fait, non, je crois qu'elle est hyper tolérante. Ah, elle tolère tout en termes de design, en termes de look. Est-ce qu'il y a une chose immature que tu aimes bien faire? Ouais, c'est un truc débile. À chaque fois que du coup Jonathan, mon mari, me demande l'heure, je lui donne une fausse heure. Et genre, c'est vraiment, c'est pas drôle. Ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, à chaque fois, je suis en mode haha. Vraiment, c'est vraiment nul. Non, si. Au moins, tu réponds pas à l'heure qu'il était hier à la même heure. Franchement, souvent, ça me chatouille. Mais oui, il me demande l'heure et je dis il est 4h du matin, alors qu'en fait, il est 20h et je suis en mode haha. Okay. Mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Moi, ça me fait rire. C'est immature. C'est vrai que la répétition donne un côté un peu très, très sale gosse qui veut pas arrêter la bonne blague c'est clair. Qu'il a trouvée. À quelle chose imaginaire est-ce que tu croyais quand tu étais enfant? Alors c'est très bizarre, mais il y a un été où j'ai... T'as le droit de répondre le capitalisme éthique. Hein. Non, c'est plus mystique. C'est parce que c'est bientôt la fin de mon premier vers, c'est pour ça que je me livre. Il y a un été où j'ai eu l'impression que j'étais possédé. Ok. Et c'est très très bizarre, et je pense que ça doit correspondre, je sais pas, à un moment de, tu sais, la fin de ta puberté où tu passes vraiment de l'adolescence. Je sais pas, franchement, je pense que je devais avoir. J'ai toujours du mal avec les âges, du coup, je vais peut-être réfléchir en classe, mais genre, je pense que je devais être en 6e ou 5e, un truc comme ça. Ouais. Et genre, je sais pas, un été où je me sentais vraiment bizarre, quoi. Je me sentais pas moi-même. Et ça a duré tout l'été. Et je m'étais un peu fait à l'idée que, genre, je sais pas, j'avais été possédé pendant le temps d'un été, quoi. Okay. Et voilà. Et je pense que ça n'a pas existé. Je pense que c'était dans ma tête. Mais voilà, ça faisait partie de ma petite légende personnelle. Et voilà, mais je pense que du coup, c'était plus un moment de transition, parce qu'en fait, je me suis jamais fait déposséder, entre guillemets. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, je me sens libéré. En fait, juste un moment où j'ai notifié qu'il y avait une grosse différence. Et voilà. Et t'avais donné un nom à ton démon? Non, franchement, c'était vrai. C'est parce que c'était pas comme... Enfin, c'était vraiment comme une force, quoi. C'était pas genre une personne qui avait pris possession de moi, c'était vraiment une force un peu... Mais tu sais, parfois je me dis, ça se trouve, c'était juste la dépression, en fait. J'ai juste fait une dépression pendant 2 mois. Et en fait, du coup, comme t'es petit, t'arrives pas trop à l'identifier, c'est dur d'en parler, en fait. Mais ouais, je sentais comme, tu sais, une sensation un peu les... putain, je sais jamais, tu sais, dans Harry Potter, les... c'est ceux qui te aspirent toute la vie. C'est pas les mange-morts, c'est les... Non, les épouvanteurs. Non, c'est pas les épouvanteurs. C'est les... Ah oui, putain, ils apparaissent dans Le Prisonnier d'Azkaban. C'est les détraqueurs. Les détraqueurs, exactement. C'était plus cette sensation-là. Ok, de te faire aspirer... aspirer la joie de vivre. Déjà, quand on voit dans les livres et dans les films, quand ça dure 2 minutes, ils sont à la limite de faire une crise d'épilepsie pendant tout un été, ça devait être beaucoup, ça devait être douloureux quand même. C'est vraiment un souvenir de moi, t'es en mode un peu assis comme ça et à attendre que ça passe, quoi. Et tu te souviens de la destination de vacances Je pense que j'avais pas dû partir en vacances cet été. C'est peut-être ça qui m'avait déprimé. C'est peut-être ça. Il y a peut-être de ça, peut-être le fait de pas pouvoir se baigner ou de faire de rando qui donne ce côté. Alors celle-ci, elle va être un peu deep aussi. Putain. Quelle est la fois où tu t'es le plus trompé à propos de quelqu'un?
positivement ou négativement d'ailleurs. Waouh. C'est marrant parce que du coup, je me suis fait la réflexion récemment que genre j'avais souvent un bon instinct et que je l'écoutais pas forcément. Mais maintenant, j'essaye d'apprendre à lui faire confiance. Une fois où je me suis trompé à propos de quelqu'un, donc soit quelqu'un que je pensais vraiment hyper négatif et en fait c'était une super rencontre. C'est ça, ouais. Soit l'inverse, une super rencontre qui s'est avérée hyper toxique. Attends, je réfléchis, je pense que ça a dû m'arriver. Bah, ça arrive à tout le monde. Bah, en vrai, le truc auquel je pense, c'est l'expérience quand je travaillais à la radio. Ouais. D'avoir recruté quelqu'un qui avait l'air plutôt bon enfant et de lui avoir fait confiance. Et en fait, finalement, qui était vraiment quelqu'un de très, très fasciste. Et donc là, ça a été dur de... Il était pas fasciste, il était bourgeois. Ou Oui, ok, ouais, non, c'est un peu... Mais ouais. Mais en tout cas, là, surtout, comme ça touchait aussi à un truc pro, c'était me décevoir moi-même de pas avoir écouté mon instinct, et puis aussi de comment se dépêtrer d'une situation. En fait, on a accordé la confiance, maintenant comment faire pour l'enlever, comment réparer ce truc-là, parce que ça concernait pas que ma déception à moi, il y avait bien évidemment de la déception à moi, parce que parmi tout ça, genre ça a été des comportements personnellement pas sympas envers moi. Mais ouais, je crois que c'était une des fois où ça m'a le plus affecté en tout cas. Je me souviens très bien de cet épisode, parce qu'on l'a pas dit, mais on se connaît grâce à la radio, justement, grâce à la radio où tu officies maintenant. Et là, tu vas pouvoir faire un montage et mettre un extrait de l'émission dont on parle. Ah non, c'est mort, il est hors de question, ne serait-ce que je ne prononce leur nom. Justement, ce sera la petite friandise pour les gens qui nous connaissent, qui écouteront cet épisode, exactement. Qui diront « Ok, je vois très très bien de quoi il parle et de quelle personne il parle et de quelle journée sur le groupe Facebook de la radio. Ah, qu'est-ce qu'on s'était amusé. Mine de rien. Oh, à quoi ressemblerait le pire monstre à tes yeux? Le pire monstre Le pire monstre Bah, je crois que justement quelqu'un qui me ferait croire que je peux avoir confiance en cette... Pardon. Que je peux avoir confiance en cette personne et en fait tout gâcher derrière ou me le retirer, ou enfin un peu la manière dont parfois on peut décrire les pervers narcissiques, quoi. Mais d'accorder une confiance et un truc énorme et puis ensuite le retirer d'un coup un peu sans raison. Et je pense que parfois je me suis peut-être comporté comme ça en plus, donc je pense que ça remue aussi un truc de moi je suis capable de faire des choses comme ça et j'aimerais pas qu'on me le fasse. Mais ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Donc ce serait quelque chose de très humain, ce serait pas une créature... Ah, toi t'étais plus en mode... C'est toi qui t'appropries la question, hein. Pire monstre... Le fait que ta première réponse soit ça, c'est ça, hein, clairement. C'est vrai que moi... parce qu'on a enchaîné sur des trucs humains. C'est ça, on a enchaîné sur des trucs humains. Mais sinon, un monstre... le pire monstre, franchement, un truc genre... je me rappelle plus jamais comment elle s'appelle dans X-Men, mais genre qui peut prendre l'apparence des gens. Ça, franchement, c'est l'enfer. C'est horrible parce que du coup, tu peux plus avoir confiance en personne. Mais c'est amusant, le lien, quand même dans le fantastique, il y a ce truc de est-ce que je peux faire confiance Ouais, c'est vrai. Oh, putain, c'est hyper deep. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être chez la psy. Ah, ça, t'as vu, je suis en train de découvrir ça en fait. Je vais faire payer mes. C'est clair, attends, je vais me mettre en position divan en mode Marc-Olivier Fogiel. Ah non, quand même pas. N'exagérons rien, tout de même. On est mieux assis. Si tu pouvais revivre un jour en particulier, lequel est-ce que ce serait? Ah, c'est une bonne question. Un jour en particulier. Donc j'imagine que ce serait plutôt un jour heureux. Ah, ou alors si je pouvais le revivre pour changer un truc ou pas? Tu réponds ce que tu veux. Tricky. Ah ouais. Non, en vrai, je crois que je changerais rien. Parce que l'effet papillon, j'aurais peur que tout s'écroule après. Mais un jour heureux...
putain, mon Dieu, j'ai aucun jour heureux dans ma vie. Non, parce que je pense, pas genre au jour de mon mariage, mais en vrai, c'était un jour où il y avait aussi beaucoup de stress. Ouais. Et... Donc, c'est pas forcément un jour que j'ai envie de revivre. Je suis très content que ce soit passé. Et c'était C'était quand super. même une belle journée. C'était une belle journée. J'étais très bien habillé. Et c'était un peu presque trop intense émotionnellement, quoi. Donc ça va une fois dans une vie. Et sinon... Si, peut-être, enfin là, je sais pas, un truc qui me passe par la tête, c'est genre le jour où j'ai appris que j'avais mon concours, le concours d'école de son que je voulais avoir absolument, que j'avais galéré à avoir et que j'étais trop heureux et que mon prof j'avais un prof qui m'accompagnait, qui avait passé des années à me mettre des bâtons dans les roues, à pas croire en moi, à dire que j'y arriverais pas, qu'il fallait que je fasse autre chose. Et genre, j'aimerais revivre ce moment pour quand il m'a appelé et qu'il m'a dit « Ah, je te l'avais dit !» Et là, franchement, j'aurais plein de choses à lui dire. Que t'avais pas osé lui dire sur le moment. Ouais, que je lui ai dit Ah, ok, genre en fait, j'ai dit bon, bah ça sert plus à rien, de toute façon, il va quitter ma vie. Mais là, je me dis ouais, en fait, je serais intéressant de voir ce que j'aurais à lui dire et qu'il les entende. Très bien. Ouais. Donc, quand même, le risque de l'effet papillon. Ouais. Il est minime, mais quand même un peu. Mais Ouais. il existe Ouais. quand même. C'est quoi le film qui t'a le plus fait pleurer? Oh putain. Momie de Xavier Dolan. C'est très bizarre parce que je saurais pas dire pourquoi. Et l'émotion, elle est pas genre ce film m'a touché parce que ça m'a fait penser à gna gna. Mais c'est vraiment très bizarre, de manière très incompréhensible. J'ai le droit de spoiler, on s'en fout. Bien Non sûr. Toi, tu l'as vu ou pas? Non, mais je. Mais t'as pas prévu de le voir. Si, mais je. Alors, c'est pas le sujet de ce podcast. J'ai pas de problème avec le spoil, en fait. Ok. Je considère que si le film est bon, il est bon même. Ah, connaissant moi la aussi, fin. je suis d'accord. On est d'accord. Merci, On est Team d'accord. Spoil. Mais oui. Trop bien. Si l'intérêt du film ne tient qu'à sa chute, c'est que pas c'est un un bon mauvais film. film. On est d'accord. Exactement. Ah, ça me fait très plaisir d'entendre Ouais. ça. Ce qui est bien, c'est que dès le premier épisode, on va pouvoir me traiter d'élitiste, c'est qu'un sale con et tout. Ah non, c'est pas élitiste de penser ça. Moi, je trouve Non. Bah écoute. Bon. Tu regardes pas un truc que pour sa chute, quoi. Parce que Oui, sinon, je suis assez d'accord. Ouais. sinon, c'est vraiment que ça Mais manque sinon, tu lis d'intérêt. les quoi. blagues de Toto de Carambar qui reposent que sur leur chute et C'est vrai. tu seras très content. C'est vrai. Là, c'était un peu élitiste. Bon, revenons-en à Mommy donc de Xavier Dolan. Et donc, Mommy, je suis allé le voir au cinéma. Et donc, du coup, il y a une scène finale qui est à la fois émouvante parce que du coup, c'est une espèce de la personne se jette par la fenêtre, mais tu sais pas trop si c'est pour se libérer ou pour se défenestrer. Et là commence la musique de Lana Del Rey, Born to Die. Et je me rappelle, je me tourne vers Jonathan pour dire oh là là, mais genre sois moins pédé là, genre s'il te plaît. Et genre, tu sais, un peu en mode, c'est tellement cliché. Bon, enfin, en plus, c'est pas une chanson. Enfin, oui, c'est une belle chanson, mais genre, il aurait pu trouver plus fin comme chanson. Et là, malgré le fait que j'avais analysé que, genre, cette scène, elle voulait me faire pleurer et qu'elle appuyait sur plein de clichés, je me suis mis à pleurer. Et genre, vraiment, j'ai pas arrêté de pleurer pendant 1 heure. Et genre, ça ne voulait pas s'arrêter. Genre, j'ai pleuré en continu. Et j'ai regardé Jonathan, mais au bout d'un moment, il n'y avait même plus d'émotion. En fait, il y avait juste. Je pleurais. Et ouais, j'avais trouvé ça assez fort. Et du coup, j'ai jamais revu le film parce que j'avais trop peur de. Est-ce que tu as revu le film? Est-ce que ça te fait le même effet? Mais t'aurais trop peur de. Ah ouais. T'aurais trop peur de revivre le même effet ou de pas le revivre? Hein, peut-être un peu des deux. Je veux aussi garder un peu ce souvenir d'un moment parce que j'étais allé le voir au ciné, je me rappelle où, je me rappelle après les rues où on est allé et tout. Et du coup, de me dire, bon, bah en fait, c'était qu'un film, c'était pas qu'un moment. Peut-être que ça me décevrait un peu, quoi. Et toi, Jacques? Boomerang. Boomerang. Alors, je suis assez facile pour ce qui est de pleurer. Même si j'aime pas quand je sens ce que tu viens de dire, justement, quand je sens que le réalisateur il a vraiment planté un crochet dans mes yeux et qu'il veut me tirer les larmes, ça m'insupporte un peu. Mais à côté de ça, je pleure assez facilement. J'ai 3 films qui me viennent en tête où chaque fois que je les revois, je sais que je vais pleurer. Il y a Marie et Max
qui est un dessin animé australien. Je sais pas si tu l'as vu en pâte à modeler. D'aucuns pourraient dire que c'est moche, mais je trouve que ça accompagne bien le propos du film. En gros, c'est l'histoire, c'est une vraie histoire en plus, une histoire d'amitié entre Marie, qui est une petite fille qui vit en Australie, et Max, qui est un homme d'une quarantaine d'années, handicapé, enfin, je sais pas comment, enfin, qui a un retard mental, qui vit tout seul à New York. Et en fait, un jour, Marie, elle est à la poste, elle ouvre un registre des adresses, elle note son adresse, elle lui envoie une lettre en mode, bah, j'ai pas d'amis, est-ce que tu veux être mon ami? Et en fait, on suit l'amitié de ces deux personnes sur 15-20 ans, en fait, où c'est juste par lettre, ils se donnent des conseils pour... parce que les deux sont assez réservés et assez agressés par la vie en règle générale et trouvent pas leur place dans ce monde. Et en fait, les deux se donnent des conseils pour se sentir un peu plus à l'aise. Et il y a des scènes mais qui me font mais partir en sanglots. Mais de tristesse ou de plutôt oh là là, qu'est-ce que c'est touchant. Ouais, de oh là là, qu'est-ce que c'est touchant. Ouais, là vraiment les trois que j'ai d'exemples, c'est vraiment le oh là là, qu'est-ce que c'est touchant. Ouais. J'ai pas d'exemple de tristesse pour le coup. Je pense que ouais, je suis plus sensible à ce qui est touchant qu'à ce qui est triste. Okay. Le deuxième, c'est True Romance. Donc le jeu de Tony Scott, film scénarisé par Quentin Tarantino, qui est une histoire d'amour, mais avec un deal de drogue et des guns, et Gary Oldman qui joue le rôle d'un dealer blanc qui se prend pour un rasta noir, c'est formidable. Et t'as une scène notamment au tout début qui arrive à me tirer quelques larmes. Et le dernier, c'est Swiss Army Man. Tu vois pas, c'est un film où, avec Daniel Radcliffe. Alors je vais donner le pitch. Daniel Radcliffe joue un cadavre qui, quand il pète, fait hors-bord. Voilà, c'est vraiment le pitch de ce film avec Paul Diano et c'est formidable. Et c'est touchant. Mais c'est tellement touchant. Mais c'est encore il est sur Netflix, donc je vous invite à regarder Swiss Army Man. Moi, c'est un film qui me met chaque fois pareil. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un problème en moi et je me suis dit, vas-y, regarde-le et si tu pleures pas, c'est que vraiment t'as un problème, vraiment t'es mort à l'intérieur et qu'il faut que tu consultes. Je regarde le film, je finis le film et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Je dis bon. Ok, t'es pas mort à l'intérieur. Par contre, le fait que tu pleures autant, ça veut peut-être quand même dire qu'il y a un problème. Donc voilà, ouais. C'est vraiment, j'ai du mal à départager lequel de ces trois films. Mais c'est intéressant d'avoir des films où tu sais que tu pleures régulièrement pour. Enfin, aussi, ça te ramène à genre. Tu sais, parfois on oublie un peu qui on est, est-ce qu'on est toujours qui on était, est-ce que. Bon, bah, c'est un peu des piliers où tu te dis, bon, ben. Moi, le film qui me fait ça, ou que du coup je regarde régulièrement, mais un peu pour me faire pleurer, c'est vraiment hyper cliché, c'est Ma meilleure ennemie. Avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon. Ouais. Julia Roberts, Suzanne Sarandon. Oui, déjà. Moi je suis plus à Suzanne Sarandon. mais et donc du coup pour faire le pitch, tu vois c'est quoi le film? Vas-y, rappelle. Le pitch c'est en anglais ça s'appelle Stepmom, belle-mère, et en gros Julia Roberts c'est la belle-mère et du coup c'est la petite jeune qui sort avec le père, qui est un mec connu mais je sais jamais le nom des acteurs. Richard Gere. Non, mais dans le genre. Ce genre de et à la facelle, du coup, la mère, un peu la maman parfaite, qui est Suzanne Sarandon, et qui a un cancer. Okay. Et évidemment, le pitch, il est là pour te faire pleurer. Oui, déjà. Parce que, genre, oh là là, mon Dieu, elle a un cancer, c'est trop triste. Et du coup, il y a deux enfants qui jouent trop bien. Et voilà, l'histoire, c'est vraiment le film de Noël pour te faire pleurer, mais tellement bien fait et tout. À chaque fois, genre, ça m'appuie sur le petit truc au bon moment et tout. Et à chaque fois, je me dis, oh, je vais pas me faire avoir quand même. Et à chaque fois, quand même, ça marche. Ouais, je vois. Très bien. On change totalement de registre, mais c'est le but. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée par politesse? La chose la plus bizarre... Qu'est-ce que j'ai mangé de bizarre? Bah, ça peut être bizarre, mais genre récemment j'ai bu une bière par politesse qui était vraiment genre c'était une bière hyper tu vas voir, c'est de la trop bonne bière et tout, et je commençais tout juste à mon nouveau boulot et du coup j'étais en mode bah, je peux pas dire non, en plus c'est leur petit brasseur sympa et tout, et genre j'en ai bu et genre ensuite je suis allé aux toilettes et je l'ai vidé dans les toilettes. Ah ouais. Donc voilà, parce que j'avais pas du tout envie de la reposer alors que je l'avais à peine bu. Et voilà, c'est bizarre parce que c'est de la bière, en vrai, c'était pas très grave, j'aurais pu me forcer. Mais non, j'aime pas trop la bière.
T'aimes pas trop. Mais c'est parce que mais la bière en elle-même était étrange ou enfin genre Non, c'est une enfin, sour mais ou je une suis sûr IPA, que je suis sûr que les gens qui aiment, enfin eux c'était tous des gens qui aimaient la bière et je pense qu'ils ont tous trouvé ça très bon, mais en fait c'était une bière, moi j'aime bien les bières qui n'ont pas le goût de bière, qui n'ont pas de goût, qui sont coupées à l'eau, et là du coup c'était une bière qui a vraiment beaucoup de saveur quoi. T'aimes les bières de festival quoi. Exactement. C'est celles qui rafraîchissent, bon. qui saoulent mais qui n'ont pas de goût. Juste si c'est froid ça me va. Oui je vois très bien. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont tu as été élevé? Waouh, alors là c'est deep de chez deep hein. Oui, tu peux t'allonger un peu plus sur ton canapé. Alors tout a commencé quand j'avais 4 ans. Non mais c'est marrant parce que c'est un truc, j'ai la chance d'avoir une grande sœur avec qui on peut partager ça et régulièrement remettre en question notre éducation et les effets que l'éducation a eu ou a encore sur la manière dont on réagit aux choses, dont c'est on vachement est, bien les grandes sœurs pour ça. Grave. Et du coup on se dit souvent oh là là qu'est-ce qu'on ils nous ont bien fucked up quand même hein. Et parce que en fait c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit les moments où nos névroses sont communes, on se dit bon ben on sait c'est que ça vient du même terreau quoi. Ouais. On nous a inculqué ces mêmes choses. Alors du coup je dirais que ouais j'ai une trop chouette éducation. De toute façon, je pense déjà que c'est impossible d'avoir une éducation qui satisfait un enfant. Genre, tous les enfants seront en contradiction avec l'éducation qu'on leur a donnée. Et genre, j'ai plein de modèles autour de moi, plus ou moins extrêmes d'un côté ou de l'autre, et puis en fait personne n'est jamais content. Alors ça veut pas dire que genre il faut battre son enfant hein, et que c'est une manière comme une autre d'élever son enfant, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est pas le message qu'on est en train de passer. Mais en tout cas que ce soit des manières très tu peux tout faire mon enfant ou tu peux rien faire mon enfant, les deux en fait mènent à des névroses d'un peu différentes, mais au final qui sont pas qui sont voilà ça va générer des problématiques quand même dans tous les cas on va avoir des problématiques à gérer quoi. Enfin il y a pas une manière où t'aurais été élevé, t'aurais pas eu besoin de psy après. Tout le monde on aura toujours besoin dans l'histoire de l'humanité. Tu penses que tout le monde a besoin d'aller voir un psy? Ben besoin non, mais en tout cas il peut avoir un intérêt à y aller. Il n'y a pas une personne à qui ça ferait du mal. Mais il y a un mème qui est trop bien où c'est genre tu vois un monde parfait, un espèce de paradis, et c'est genre le jour où un peu tout le monde ira voir un psy. Et en fait, le vrai problème, c'est que les gens qui vont voir les psys, c'est pas eux qui devraient aller voir les psys, c'est tous les gens dont ils parlent qui devraient aller voir des psys. Et en fait, si ces personnes-là étaient allées voir des psys, en fait, ils auraient pas. Je parle des parents, mais c'est peut-être des amis, des machins. En fait, tous ces gens-là du coup, dont tu gères les problèmes. Donc, en fait, tu passes plus de temps à essayer de comprendre les problèmes des autres. Et si ces gens-là étaient allés voir des psys, bah, peut-être que t'en serais pas là, ou en tout cas, t'en aurais toujours besoin, mais en fait, peut-être à un niveau un peu différent. Du coup, si tout le monde se remettait en question, s'interrogeait sur ses comportements, sur sa personnalité, sur son rapport aux autres, peut-être que ça pourrait aller un petit peu mieux. Un petit peu. Pour revenir au début de ta réponse, t'as combien de différences avec ta grande sœur? J'ai 4 ans de différence. Ouais, okay. Donc du coup, il y a aussi ce truc où elle a un peu essuyé les pots cassés, entre guillemets, parce qu'elle s'est rendue compte plus tôt des choses, du coup, comme un peu un avertissement, soit inconscient, soit conscient, genre de attention ce qui va t'attendre, et puis aussi de ce truc de un peu transfuge de classe où mes parents c'est plutôt milieu ouvrier et puis tous les deux on évolue dans des milieux culturels. Bon bah c'est elle la première qui y est allée, donc j'ai pu me dire ok comment ça se passe, voir quelles sont les réactions, et puis en fait c'est plutôt elle qui s'est pris de la part de mes parents ce truc de trahison entre guillemets, parce que moi du coup j'ai fait que suivre, donc c'est plutôt elle qui était frontalement confrontée à ça quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà frappé quelqu'un? Je pense pas. Non, déjà eu beaucoup envie, mais jamais. Mais souvent, je me demande est-ce que j'en serais capable si... je sais pas. C'est marrant parce que je me suis posé la question l'autre jour. Je me suis dit, si quand je vais me retrouver dans tel événement, si quelqu'un a un mauvais comportement avec moi, je sais pas, un mot homophobe ou sur moi ou sur mon mec... est-ce que je serais capable de lui en mettre une? Est-ce qu'il faudrait que je lui en mette une? Est-ce que c'est de la lâcheté de pas le faire? Est-ce que c'est du courage de pas le faire? J'ai pas trop de réponses, je sais pas trop. Mais du coup, je vais essayer de me visualiser dans ce truc-là. Mais enfin, je sais pas la sensation que ça peut faire. Si en fait c'est un soulagement ou si en fait c'est ça, c'est un peu, je sais pas, c'est plus humiliant qu'autre chose, ou alors que c'est
un aveu de faiblesse presque, que ça t'a touché? Tu t'es déjà battu, toi? À quelques reprises, enfin Ah. très très rare, très très rare. Pour te défendre ou parce que... Pour me défendre. Pour Ok, me défendre. Ouais. J'élaborerai pas plus. très bien. Ce serait un peu trop deep pour un premier épisode. Pas de souci. Ouais, et puis en plus, tu risquerais de te retrouver dans un TikTok en mode regardez ce que ce mec a fait pour se défendre contre l'homophobie. Tu vois, des mecs qui se feraient des millions de vues avec la musique du challenge à la mode en ce moment. Est-ce que t'as vraiment envie de ça? Non, je crois pas. T'as envie de percer sur TikTok, mais avec ton Oui, mais propre pas à ce compte. prix-là. Voilà, c'est ça. Pas... Ouais, avec ton propre compte surtout. Ouais. On donnera tout dans la description, évidemment. L'Instagram, le Bandcamp, le TikTok. Le OnlyFans. Ah, il y a un OnlyFans qui arrive, formidable. Oh, celle-ci, elle est bien. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie? Être prêt à tout, ne s'attendre à rien. Ah, Voilà, j'avais pensé à ça une fois et je trouve ça marrant. Je peux me permettre une petite pique? Ça fait pas un peu développement personnel quand même? Bah si, parce que moi je ferai la suite de toujours plus de Lena Situation. Ah oui, j'en ai beaucoup entendu parler, j'avoue, je l'ai pas lu. Ah, écoute, on en parlera en antenne, mais c'est vrai que les critiques qui m'ont le moins convaincu de le lire, c'est que effectivement elle se prend beaucoup de sexisme injustifié, ouais. Mais aussi d'un autre côté c'est vrai que c'est du développement personnel un peu Bah alors si on peut faire un petit aparté sur Lena Situation, c'est intéressant parce que du coup moi j'en ai beaucoup bouffé du développement personnel en pensant que ça m'aidait, mais en fait jusqu'à ce que je comprenne que non, en fait non. Les accords Toltec, tous les trucs classiques quoi. Et surtout, c'est totalement détaché de quelconque réalité. C'est très, très théorique tout ça en fait. Donc du coup, j'ai arrêté. J'avais lu un livre hyper bien qui parlait justement du positivisme comme étant quelque chose d'hyper toxique et que justement ces bouquins alimentaient ça et qu'il y avait cette pression qui était en fait finalement une pression de fermer ta gueule quoi, face au capitalisme, face à toute la machine qui te broie et de te faire broyer mais avec le sourire. En gros, que c'était un peu ça le message sous-jacent de ça. Et c'était hyper intéressant. Et donc du coup je suis quand même allé lire ce livre parce que bah, ça m'intriguait et je trouve que justement en fait c'est quelqu'un qui a lu tout ça, qui l'a un peu digéré, mâché en le rendant un peu pratique sur des thématiques qui sont pas liées au travail, qui sont plus liées, alors je reviendrai après, mais qui sont plus liées. On va peut-être faire une pause pour le camion poubelle qui est juste pas de souci. On est reparti, on a fait une petite pause pour éviter au plus le son du camion poubelle, mais vous avez certainement un peu entendu. Donc on était sur Lena Situation. Donc du coup, en fait, ce que je me disais, c'est que c'est des mots que j'aurais bien aimé entendre quand j'étais ado. En fait, genre c'était un truc assez rassurant, un discours un peu de quelqu'un qui sait, c'est-à-dire qui est jeune. C'est pas des mots de parents, c'est des mots un peu d'amis qui te dit que ça va aller, mais plutôt de manière intéressante. Et après, il y a tout quand même ce discours, mais qui est assez général sur si tu travailles, t'arriveras, qui me saoule un peu. Mais parmi tout ça, je vois en étant ado, moi je vois ce qu'on peut y trouver. Ouais. Et voilà, c'est adressé à un certain public. C'est pas genre va bosser à l'usine avec le sourire et ferme ta gueule quoi. Très bien. Alors, quel programme télé n'existe pas, mais devrait être créé selon toi? Enfin, est-ce qu'il y a un programme télé qui n'existe pas et que tu voudrais voir exister? Un programme télé qui n'existerait pas. Tu me dis, ce serait un trop bon concept. La télé, elle a fait quand même pas mal de conneries, hein. Donc c'est dur d'imaginer pire. Mais tu peux aussi imaginer mieux, hein. C'est pas interdit, hein. Mais devrait exister encore une fois. Donc je réfléchis, je me demande si justement avec Jonathan on n'avait pas parlé, on s'était dit ce serait trop bien que ce truc-là existe. Mais
Non, franchement, j'ai pas d'idée. Je rebondis sur un programme télé quand même qui est sur Netflix, qui est hyper bien, qui s'appelle The Circle, qui est une télé-réalité. C'est du coup, quand programme télé, pour moi, c'est télé-réalité. Ouais. Qui s'appelle The Circle, où c'est justement genre plein de gens qui ne se voient pas et qui communiquent et qui peuvent être eux-mêmes ou des catfish, des fausses versions. Et du coup, voilà, c'est un espèce de jeu de popularité qui joue sur la dynamique des réseaux sociaux. Et c'est très intéressant. Ok. Ça apprend plein de choses. Enfin, ça apprend plein de choses. C'est une dynamique de télé-réalité bien ficelée. Ouais. Donc, c'est bien dynamique, avec plein de rebondissements et tout. Et en même temps, c'est intéressant de voir les mécanismes qui sont à l'œuvre quand tu sais pas si les gens en face de toi sont vrais ou pas, quoi. Ok. Mais du coup, j'imagine, enfin, tu regardes beaucoup la télé ou plus du tout Ah ouais, si, je regarde. Si. Là, The Circle, j'ai regardé, c'était il y a 2 mois, quoi. Ouais, mais c'est sur Netflix, tu vois. Est-ce que la Netflix. Ah, la c'est de télé à la télé. Ouais. C'était, déjà, franchement, c'était saison 3 de Gossip Girl, je crois. Je vais citer Serena Van Der Woodsen qui disait « Qui regarde la télé à la télé ?» Et j'avais trouvé ça assez juste. Et j'étais en mode « Ah ouais, en fait, elle vient par cette phrase d'enterrer la télé. » Mais franchement, si en vrai, on est mardi soir et c'est Koh-Lanta. Et je te fais louper Koh-Lanta. Et tu me fais louper Koh-Lanta. Ah. Mais c'est le seul truc que je regarde à la télé. Si, j'ai regardé l'autre jour avec des copines, on s'est fait une petite soirée Danse avec les stars, parce qu'il y avait Michou, et que j'adore Michou. Et Weshden. Il y a Bilal Hassani. Ouais. Il y a un très beau casting. Je savais pas qu'il y avait Michou et Ouais. Weshden. Ouais, sacré casting. Ils ont tablé, ils veulent ramener des jeunes, quoi. Comme moi. Ouais, c'est ça. Il y en a 2 sur les 3 que j'apprécie grandement. Et, tu ne diras pas... que je peux pas encadrer. Donc, Tu détestes Weshden ? Non. T'aimes pas Michou ? Non. Ah ouais ? Ah non. Pourquoi t'aimes pas Michou ? Parce que avant, j'avais rien contre lui jusqu'à ce qu'il se mette à faire du rap. Et des influenceurs qui font du rap, vraiment, Ouais, mais c'est pour de rire. Ils se prennent quand même sacrément au sérieux, je trouve, pour des gens qui font ça pour de rire. Et depuis, je suis pas sûr. Enfin, je pense que la jurisprudence Fatal Bazooka qui fait que est-ce qu'on peut encore faire du rap pour de rire. Bon, bref. Et à côté de ça, j'aime beaucoup Weshden. Je te ferai. Enfin bref, il existe. Je vous le dis quand même. Il existe un mash-up de Weshden et de Linkin Park sur Internet. Chers auditeurs, allez chercher ça. Moi, je ferai découvrir ça à Christophe juste après. Après l'enregistrement. C'est possiblement une performance à venir du coup. Ça serait formidable. C'est quoi la fois où tu as eu le plus de chance dans ta vie ? Un truc où je me dis que j'ai eu de la chance, c'est du coup je me suis marié en 2018 et du coup notre lune de miel c'était un voyage au Japon et on l'a fait l'année d'après en 2019 et genre franchement c'était 6 mois après le Covid et franchement avant le Covid. Et du coup, je me dis, mais quelle chance de ouf. Grave. Parce que sinon, déjà, je pense qu'on attendrait toujours de faire ce voyage, parce que je sais pas si c'est possible. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'on aurait abandonné l'idée. C'est quand même, on a vu des endroits très touristiques à Kyoto et tout ça, où les gens sont serrés et tout. Je sais pas du tout comment c'est géré, c'est impossible. Et puis même voyager dans ce genre de pays où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir et tout, c'est déjà intense, avec un masque, avec des règles sanitaires et tout, j'imagine pas l'envers. Donc je me dis, mais quelle chance on a eu de le faire avant, sinon, mais même de réussir à s'être marié avant, parce que sinon ça aurait été pareil, tous les gens qui ont dû décaler leur mariage et tout. Et genre, sur ce coup-là, vraiment sur ce voyage au Japon qui tenait énormément à cœur à Jonathan parce que lui, il en avait toujours rêvé. Et moi, en vrai, j'étais plus que curieux qu'autre chose, mais c'était un voyage qui m'a vraiment transcendé, quoi. Même si ça t'a pas trop intéressé, on te propose un billet pour le Japon, je connais peu de personnes qui refusent, quoi. Ah non, c'est clair. En fait, c'est pas que ça m'intéressait pas, ça m'intéressait trop, mais c'est que j'avais vraiment zéro ref. Oui. C'est-à-dire que lui, quand il était dans des rues, il me disait putain, mais c'est les mêmes rues que dans les animés, c'est ouf. Et là, j'étais en mode bah ouais, mais moi, j'ai pas du tout ces références-là. J'aimais regarder d'animés, j'aimais regarder de manga. Je suis pas du tout dans la culture jeux vidéo, la culture, enfin, toutes ces parties-là. Après, il y a 1000 autres choses de la culture japonaise, mais même la culture Harajuku, je connaissais très peu. Mais c'est des trucs où, du coup, peut-être que c'est aussi pour ça que ça m'a fait d'autant plus d'effet, parce que j'étais en mode
what the fuck entre modernisme et tradition, comme diraient les profs d'histoire géo. Mais franchement... ouais, les profs d'histoire géo, des racines et des ailes, tous les programmes télévisuels qui parlent du Japon. Mais c'est ouf, franchement, c'est vraiment dinguissime, quoi. Il y a aucune influence un peu Lolita, il y a aucune influence du Japon dans le personnage de Cecilia. Pas trop, un peu indirectement, parce que du coup il y a les looks à la Britney, à la Britney en mode schoolgirl, Avril Lavigne et tout, c'est des looks qui sont eux-mêmes inspirés des looks Lolita, ou plutôt l'inverse, Harajuku c'est aussi inspiré de looks, il y a vachement d'aller-retour, quoi. Mais de manière directe, non, parce que c'est pas trop ce que je connais. Après, il y a tout le côté e-girl, moi, qui m'a vachement intéressé pendant un moment, qui était du coup un truc aussi très... Mais encore une fois, un peu plus pré-mâché, pas vraiment directement inspiré de culture japonaise, mais plus pré-mâché, adapté à la sauce un peu occidentale. Mais du coup, de manière directe, non, pas vraiment. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ou pas, parce que ça reste des mouvements quand même très ancrés, écrits par des Japonais. Après, je crois pas, hein, je pense pas, j'ai l'impression que les gens qui font ça, c'est aussi de manière respectueuse et tout, c'est pas comme mettre un kimono, quoi. Mais ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise, surtout dans le fait que c'était pas ma culture, même de ce que j'écoute, de ce que je regarde, en fait. Donc pour moi, c'est plutôt... Pour le coup, ce serait vraiment mettre un costume, parce que c'est pas des références qui me parlent énormément. Quel titre de chanson résumerait ta vie ? Teenage Dirtbag. De qui ? De Witus. De Witus ? C'est pas Witus qui chante I'm just a teenage dirtbag, baby. Ça ne me dit rien. Tu connais pas Teenage Dirtbag ? Ben non. On écoutera ça juste après, hein, bien entendu. Non, mais du coup, ça c'était pour la blague plutôt. Mais c'est pas mal. Une chanson qui existe, hein, ou c'est ça, hein. Si t'as une idée de nom de chanson que tu vas composer et qui pourrait résumer ta vie. Ah si, une chanson qui s'appelle... c'est le titre de la chanson ou c'est la chanson ? Juste le titre. Là, c'est quel titre de chanson ? Mais si t'as une chanson qui te vient à la tête, ça peut marcher aussi. Hein. Non, je vais dire que si Teenage Dirtbag c'est le premier truc qui m'est venu, c'est que ça doit être ça alors. C'est que ça. Bon, écoute, j'irai écouter ça. J'irai m'empresser d'écouter ça. Ouais. Juste après. On arrive déjà un peu à la fin. Hein. Il reste. C'est la pénultième question. Je crois que c'est ça. L'antépénultième. Non, l'antépénultième, c'est avant-dernière. Ah, ok, donc là c'est avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Oh, on y a déjà répondu. Donc, on va dire que c'est l'antépénultième. Parce que la question, c'est as-tu déjà été voir un psy ? Eh ben oui. J'en ai vu un premier qui était vraiment dans tous les clichés qu'on peut imaginer du psy, le vieux mec. Poil dans les oreilles. Exactement, qui parle pas, qui dit bonjour, qui dit et voilà. Donc c'était une expérience intéressante, mais pas ouf. C'est pas le bon moment. Et puis voilà, j'en vois une autre maintenant, mais un peu plus... Voilà, mais c'est toujours des expériences intéressantes. Après, effectivement, il faut quand même avoir le temps, il faut avoir les moyens, parce que c'est quand même des sommes et c'est quand même un investissement. Il faut avoir du temps de cerveau disponible, parce que parfois aussi, quand tu es en crise, c'est pas forcément les bons conseillers, bonnes conseillères, dans un timing hyper urgent. Mais en tout cas, c'est jamais inintéressant de le faire, quoi. Mais effectivement, on avait déjà un peu répondu à cette question quand on parlait de est-ce qu'il faut voir. Si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne célèbre, tu as créé quel ordinateur ? Qui je crée ? Ah ben, je hackerai l'ordinateur de Britney pour la libérer de tous les virus qui font qu'elle est surveillée 24h/24. Ouais, tu penses qu'elle en a toujours sur son ordinateur ? Ah ouais, je pense qu'elle a toujours des merdes qui la suivent, qui surveillent tout. Il y a pas longtemps, elle a eu un iPad, elle était trop contente, mais en fait, on sait pas trop si elle s'en est servie. Il y a trop de mystères. C'est un truc que tu suis de très près, le mouvement Free Britney. Ah ouais, Britney, elle a vraiment... Après, c'est presque plus ma sœur qui l'a suivi, du coup, moi, à travers ma sœur, mais c'est quand même quelqu'un dont j'ai écouté les chansons
ça a suivi toute ma vie, quoi. Genre vraiment, les premiers moments où j'écoutais de la musique jusqu'à maintenant, j'ai toujours écouté ce qu'elle faisait et ça m'a toujours beaucoup inspiré. Je suis toujours fasciné et je passe toujours des heures à regarder des vidéos d'elle qui danse et à me dire, mais comment cette personne peut exister, c'est incroyable. Il y a peu de gens qui me font autant d'effets. Après, Lady Gaga, c'est quelqu'un avec qui j'ai plus grandi parce que du coup, elle est apparue, que j'étais déjà un peu plus âgé. Donc, j'étais déjà dans un truc un peu plus réfléchi, genre, je comprends sa démarche et c'est trop intéressant. Mais oui, Britney, icône forever. Et du coup, le mouvement Free Britney, ouais, tu l'as. Bah ouais, du coup, le mouvement Free Britney, parce que, bah ouais, en fait, il est symbolique de plein de trucs. En fait, il est symbolique de sexisme, il est symbolisme de la méconnaissance qu'on a des maladies mentales, de ce que la société, le capitalisme, il peut faire, de ce que le rêve américain, ce que ça veut dire et pourquoi il n'existe plus et il a jamais existé, et ce que c'est que d'être une mère américaine, ce que c'est que de comment tu gères ton image des réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, il y a tellement de couches en fait dans puis l'industrie de la musique aussi. L'industrie de la musique, est-ce que c'est un pantin, est-ce que en fait c'est quelqu'un qui choisit, parce que c'est souvent ce qu'on a dit, que les pop artistes c'était des pantins, puis en fait on leur dit quoi faire, et puis tu te rends compte qu'en fait tout ça, et cette pensée elle est imprégnée de sexisme, parce qu'en fait non, on s'est jamais dit ça de Justin Timberlake, qu'en fait c'était un pantin à qui on faisait faire ce qu'on voulait. Pareil, le rôle des mecs pas dans sûr tout que ce ça. soit lui qui écrit ces chansons non plus. Non, mais en tout cas, je pense que l'industrie s'est jamais dit comme Britney que c'était une chose sur laquelle on calquait un plan marketing. Et Justin Timberlake, on se dit plus, oh là là, c'est son idée, c'est son projet, quoi. Britney, on s'est jamais dit, personne. Il y a un truc un peu genre, on se dit pas que c'est son projet. On avait déjà compris qu'elle avait pas les rênes, alors qu'en réalité, on comprend aussi maintenant que, en fait, elle avait quand même, elle a eu à un moment donné les rênes aussi, quoi, et que c'est pas. Et que c'est pas arrivé par hasard et que c'est pas n'importe qui, quoi. Donc tu as créé l'ordinateur de Britney pour la libérer. Pour la libérer. Et alors du coup, dernière question pour toi, parce on arrive à la 20e. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite, Ah c'est pas mal comme dernière question. Si tu pouvais convaincre toutes les personnes de changer une habitude, laquelle est-ce que ce serait ? C'est correct ça, laquelle est-ce que ce serait ? Laquelle serait-ce ? Une habitude. Oh, j'en ai une bien là. Mais alors c'est genre l'habitude à changer, c'est que les gens ne font pas la queue pour attendre le bus. Et je veux que les gens fassent la queue quand ils attendent le bus. C'est insupportable, ça me rend fou, ça me rend dingue, ça m'énerve, surtout quand j'ai appris qu'en fait il y a des pays où en Angleterre, ce n'est pas le cas. Notamment, ouais. En Angleterre, Jonathan me parlait de Montréal, au Canada, le Québec et tout ça, que il y a une habitude de le premier arrivé il se met devant et puis le deuxième il se met derrière, et puis genre ça me rend ouf. Mais qu'est-ce que ça changerait à part l'accès aux places assises ? C'est ça, en vrai ça changerait pas grand chose. En vrai il y aurait plus un truc de justice, c'est-à-dire que si toi t'attends pas, en fait c'est même pas une question de place assise parfois, parce que t'as un bus bondé, et donc en fait t'es en mode, de toute façon tout le monde va être debout, tout le monde est sous la pluie, tout le monde est dans la même merde, mais il y a un truc où tout le monde se bat pour avoir la première place. Mais la première place de quoi, en fait, être dedans, hein. Il va pas partir le bus, il va t'attendre. En fait, c'est pour ça que ce truc-là n'a aucun sens, à part juste, tu sais, c'est un peu, c'est comme les gens qui, cette image de les gens qui se battent pour avoir les miettes alors qu'il y a des gens qui ont le gâteau, quoi. En fait, là c'est genre là on va aller se battre et puis se pousser et puis se mettre les uns devant les autres. Pourquoi, en fait? Pour être au final tous debout, quoi. Tu sais, c'est comme quand je roule, quand je suis en voiture et que du coup il y a quelqu'un qui me double et puis qui se retrouve devant moi, et puis en fait on va à la même vitesse. Je suis en mode, t'as gagné quoi, en fait? Genre, c'est quoi l'idée? Et tu sais, t'as mis potentiellement des gens en danger parce qu'en fait t'as roulé à 150 pour me doubler. Et là pareil, il y a un truc un peu de pourquoi? Voilà, je suis hyper viré, mais vraiment ça me tient à cœur, et visiblement c'est... Ah ouais, les gens qui font pas la queue, faites la queue quand vous vraiment, ça me paraît naturel. Ok, très bien. Écoute, c'était le dernier message que tu auras passé. Tu peux maintenant, si tu veux, tirer 3 questions et m'en poser une, si tu le souhaites. Trop bien. Putain, il y en a plein. Ah ouais, il y en a un paquet. Hein. Bah ouais. C'est ce qui va me permettre de tenir 3 saisons. Waouh, celle-là c'est philo, hein.
C'est bac de philo. Mais t'as le droit d'en piocher 3 et d'en choisir, de lire les 3 et d'en choisir une. Hein, donc, moi j'aime bien faire les 3. Tu veux faire les 3, carrément. Je sais pas, comme tu veux. Allez, vas-y, partons pour les 3, t'es le premier. Peut-être que sur les prochains, je leur dirai, tu en pioches 3 et tu en choisis une. Vas-y. À quel point le passé des gens excuse-t-il leur comportement pour toi? Effectivement, c'est très philo. C'est philo, hein, là c'est... Pas des c'est compliqué et ça dépend, en fait ça dépend beaucoup de ce qu'il y a à excuser. Ouais. Parce que quoi, qu'est-ce qu'il y a, on excuse un mec, on excuse quoi, un mec qui a un comportement de merde un jour sur deux, ou un mec qui frappe sa femme, ou enfin c'est ça aussi, qu'est-ce qu'il y a à excuser. Je dirais pas qu'il excuse beaucoup, mais je dirais qu'il a toujours à prendre en compte en fait, et que j'ai l'impression qu'il y a quand même un énorme, ce qui manque le plus dans le monde à l'heure actuelle, mais qu'il y a quand même un énorme manque d'empathie en fait, mais dans tous les milieux, vraiment dans tous les milieux. Donc évidemment dans mon milieu à moi, qui est celui donc des mecs blancs hétérosexuels, ou clairement, mais eux c'est même qu'on leur a même pas appris à avoir d'empathie, mais je trouve que même dans les... Et inversement, par contre, on a énormément d'empathie pour eux. Oui, il y en a effectivement, il y a beaucoup d'empathie pour eux, et à côté de ça, je suis pas mal de personnes militantes sur les réseaux sociaux, tout ça, de différents... après, hein, avec l'intersectionnalité, tout se regroupe un peu, hein, l'antiracisme, le féminisme. Et je trouve que même parfois, je suis un peu attristé par le manque d'empathie. Et je dis pas le manque d'empathie vis-à-vis des gens de ma catégorie, mais même vis-à-vis, même entre eux, quoi. C'est-à-dire que je trouve des fois qu'il y a des trucs mais qui sont d'une violence, et je suis en mode, mais ouais, enfin... Et des fois, oui, le vécu est là pour expliquer. Donc je pense que c'est nécessaire de le connaître, de le prendre en compte. Pas forcément pour l'excuser, mais pour l'expliquer. Et je pense que expliquer, comprendre, c'est déjà un pas intéressant. Et contrairement à notre ancien Premier ministre Manuel Valls, je ne pense pas que expliquer, c'est commencer à excuser. C'est ce qu'il avait dit pour les terroristes. Je pense que pas du tout. Expliquer, c'est commencer... et je pense que expliquer, c'est aussi commencer à guérir, en fait, même pour les personnes qui ont été blessées. Donc voilà. C'est une belle réponse. Et oui, puis expliquer, c'est aussi comprendre que c'est pas un problème forcément aussi que de personnes, mais c'est plus grand. Donc en fait, si on veut pas juger personne par personne, mais aussi casser le système dans lequel c'est possible, faut chercher des explications, quoi. As-tu déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Faut définir radicalement, hein. C'est combien de temps radicalement? Non, mais pas en termes de durée, je pense, mais plutôt en termes... Enfin, c'est toi qui as écrit la question, donc je t'explique ta question. Je suis en train de faire du Jack-splaining. Mais pour moi, je la vois en mode genre, t'étais vraiment hyper contre, et en fait, maintenant, t'es plutôt pour. Ou l'inverse. Ouais, ou l'inverse. J'étais quand même nettement plus à droite quand j'étais au lycée, hein. On va pas se mentir. Je sais pas si c'est changé. C'est changé radicalement, vu que je pense que je me radicalise un peu plus chaque jour à gauche, et chaque jour je suis un peu plus anticapitaliste, et chaque jour je me dis non, mais tout le système est à revoir, en fait. Tout le système est à détruire. Et je pense que ouais, si, dans le changement radical, j'étais vraiment persuadé que par le vote et tout, on pouvait changer les choses. Et maintenant, j'ai plus l'impression que c'est bien, je vais me faire annuler par plein de gens dès mon premier épisode, mais des fois, j'ai l'impression qu'un point dans la gueule, ça fonctionne mieux, quoi, hein. Il y a une interview de Kazé, hein, quand on parle très très bien et tout. Elle dit pas exactement ça, hein, mais où elle dit non, mais des fois, ce que tu as à dire, c'est un crachat dans la gueule, en fait. Je vais pas te le dire poliment, je vais pas te l'expliquer, c'est un crachat dans la gueule. Et ouais, je suis assez... Je pense que j'ai pas mal changé. Ouais, j'ai changé assez radicalement là-dessus, où je pensais que tout pouvait s'expliquer par la pédagogie et par le dialogue et tout. Et je pense que tout commence par la pédagogie et le dialogue. Mais si à un moment les gens veulent pas entendre, une tarte dans la gueule, ça remet les idées en place aussi, hein. Dans un sens plus figuré que propre, mais ouais, voilà. Je pense que je pense que j'ai changé d'avis radicalement sur la violence. Okay. J'étais extrêmement pacifiste à éviter la violence auparavant, et où maintenant je pense qu'il y a des moments où la violence est légitime. Et je parle pas de la violence
légitime exercée par l'État. Ouais. On a bien compris. Voilà. Moi, c'était, je rebondis, c'était les réunions non mixtes. En non mixité, quand j'étais dans la période méga anard, et qu'à un moment donné, des femmes se sont exprimées sur leur besoin de faire des réunions en non mixité, ça m'a rendu ouf. Vraiment, genre, j'ai pas compris. Et j'ai compris plus tard, en fait, tout l'intérêt et en vrai tout ça. Puis en fait, finalement, c'est que ça activait des trucs en moi. C'est qu'en fait, je m'en suis rendu compte plus tard aussi. Hein, c'est juste qu'en fait, j'avais pas du tout envie qu'on me laisse avec les mecs blancs cis du tout. J'étais en mode, mais m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Surtout qu'en fait, je me retrouvais dans des réunions, du coup, où de l'autre côté, ils étaient là en mode, ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aider les meufs à faire la vaisselle. Et j'étais en mode, oh là là, mais j'ai pas envie d'entendre ça, là. Je peux pas venir avec vous, les meufs. Je vois. Donc, oui, j'aurais pu répondre. Alors, non, j'étais pas contre. Contre. J'étais dubitatif la première fois que j'ai entendu parler de réunions non mixtes. Et maintenant, je suis convaincu. Convaincu. Et dernière question, as-tu l'impression d'avoir une carapace ? Bah ça, je peux répondre pour Jacques. Hein. Ah, bah vas-y. Bah il a une carapace, Jacques. Ah bah oui, mais qui n'en a pas ? Qui n'a pas de carapace ? Ouais, je pense que j'ai une carapace. Mais je pense que j'ai surtout plusieurs couches de carapace, en fait. Que la première couche, elle est assez facile à faire tomber, mais qu'il y en a toujours une en dessous, en fait. Oui. Mais voilà, ouais, donc carrément, j'ai une carapace. Putain, je me suis déjà beaucoup livré pour un premier épisode. Qui sera, je n'ai pas encore déterminé de planning. Et j'ai une dernière question pour toi, et celle-ci a été écrite, maintenant que tu connais le concept d'aléatoire. Qui est-ce que tu aimerais entendre dans aléatoire ? Genre, dans mes rêves les plus fous, tout est possible ou genre, oui, tu peux aussi me donner une question de quelqu'un que je puisse espérer avoir un jour. Hein. D'accord, ok. Qui c'est que j'aimerais entendre parler de manière aléatoire ? Je réfléchis. Léna Situation, tiens. Ok. Si t'arrives à choper Léna Situation, je sais où elle habite. Alors oui, je vais peut-être pas attendre en bas de chez elle. Ce serait gênant quand même. Hein, oui, un petit peu. Mais pourquoi pas ? Mais ouais, ce serait intéressant de savoir si elle pense si elle a déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet. Non, et puis en plus, elle a l'air. J'ai dit un peu de mal ce que je pensais de son bouquin, mais à côté de ça, j'ai vu 2-3 interviews. Elle a l'air vraiment très très sympathique et très ouverte, très ouverte à plein de trucs. Donc effectivement, ce serait possible. Et alors, allez, quelqu'un, on va dire, si j'y arrive, bien joué parce que c'était pas gagné. Johnny Greenwood. Est-ce que tu peux ah mince, j'ai le nom guitariste de Radiohead. Ok. Ah ouais. Qui, je pense, est vraiment quelqu'un de passionnant, mais qui est très, qui a un énorme mystère, je sais pas, mais qui m'a toujours fasciné et par, lui, le fait de développer un univers alors qu'en fait il a jamais prononcé 3 mots et d'un talent complètement. Je sais pas, moi, c'est vraiment un guitariste qui m'a fasciné, qui me fascine toujours. Puis après, aussi son talent de soundtrack et tout, parce qu'il a fait pas mal de musique de film après. Ouais. Mais ouais, genre juste par curiosité aussi de l'entendre parler, de savoir ce qu'il a à dire sur la vie, en fait. Ok. Ouais, effectivement, je serais assez content, mais ça va être compliqué. Je serais assez content. Ce que je crains si je le reçois, c'est que je pense qu'au bout de 5 minutes, l'épisode tournerait autour des différentes variations de modèles de Telecaster. Vu que lui et moi sommes très fans de ce modèle de guitare. Je suis ravi que tu aies accepté d'être mon premier invité. Et moi aussi, c'était une superbe expérience. Écoute, j'espère que ça t'a plu. J'espère que je pourrai t'offrir cet épisode avec Léna Situation au plus vite. I wish. Qui sait peut-être qu'en la taguant sur Twitter. Léna Situation. Qui sait. Écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous aussi, si vous souhaitez entendre des gens dans le podcast, n'hésitez pas à me les solliciter, à me les recommander, puis j'essaierai de les contacter, de les inviter pour de futurs épisodes. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente nuit, quel que soit le moment où vous vous trouvez, et puis au prochain épisode. J'enregistre ce petit message avant de vous laisser parce que quand on a enregistré l'épisode, en fait, les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore. Mais vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le même identifiant sur les deux plateformes, @aléatoire_s.
Vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode, ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux, ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre, et laissez-vous surprendre.